Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, on regarde les top 5 jeux que j'ai le plus joué au mois de janvier. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous rappeler qu'il y a plusieurs façons de soutenir la chaîne et le podcast On Joue-tu, comme par exemple en vous rendant sur la page Patreon, et puis vous allez voir comment faire pour rejoindre notre magnifique communauté, comme l'ont fait ces personnes-ci. Mais aussi, depuis cette semaine, j'ai lancé une boutique en ligne, donc vous pouvez vous acheter des beaux polos, comme je porte dans mes vidéos. Donc maintenant, c'est le temps de répondre à la fameuse question « On joue-tu ?» En plus des polos, il y a plein de styles de vêtements différents que vous pouvez avoir, comme des vestes à capuche, des t-shirts baseball. Donc allez jeter un coup d'œil là-dessus. Je vais y rajouter plusieurs designs pour varier, comme par exemple ce logo que j'ai fait un peu rétro. Donc moi, j'étais assez satisfait avec ce logo-là. Donc allez jeter un coup d'œil sur le site si ça vous intéresse. Vous verrez qu'il y a deux sites différents. Je vais les mettre ici en bas. Donc un si vous êtes au Canada et puis un si vous êtes en Europe. Donc assurez-vous de choisir le bon. Ça serait tellement cool d'avoir plein de gens avec des t-shirts On Joue-tu au Festival international du jeu à Cannes. Parce que bien sûr, moi et David du podcast On Joue-tu, on va être sur place à Cannes. Donc c'est une façon facile de repérer les fans de la chaîne et du podcast. Bon, maintenant, parlons sérieusement. Ce mois-ci, j'ai fait 42 parties de jeux de société en présentiel de 22 jeux différents. Il y a beaucoup de jeux que j'ai fait qu'une partie ce mois-ci, donc j'ai testé beaucoup de nouveaux jeux. C'est pour ça que vous allez voir les valeurs donc des top 5 ne sont pas très élevées. Donc on va commencer en 5e position avec Les Ruines perdues de Narak. Alors Narak, c'est un jeu que j'ai fait 3 parties au mois de janvier, donc 2 fois avec ma femme et 1 fois avec le professeur Board Game quand j'étais au Québec. C'est un jeu que j'apprécie de plus en plus. Je sais qu'il y a l'éternel débat Dune ou Narak. Je pense personnellement que je préfère un petit peu Dune, mais je trouve que Narak, on dirait qu'il est presque plus facile à sortir. Surtout, je trouve que c'est un jeu qui joue super bien à 2 joueurs. J'ai aucun problème à jouer à ce jeu-là à 2. Puis les parties vont quand même assez vite une fois que les deux ils savent comment jouer. Quand je joue avec ma femme, on fait comme 40 minutes. Comme vous savez, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, ma femme, elle aime pas apprendre des nouveaux jeux. Donc c'est vrai que celui-là, une fois que je lui ai montré, elle était contente de faire plusieurs parties. Donc ces temps-ci, je vous avoue, on tourne pas mal autour de Narak et puis Everdell. On fait pas mal du va-et-vient entre les deux. Donc voilà un jeu que j'ai mis dans ma liste top 10 de l'année. Je pense que si j'avais à revisiter cette liste-là, il serait peut-être une position ou deux plus haute. Parce que c'est vrai que plus j'y joue, plus je l'apprécie. Je fais aussi pas mal de parties en ligne sur Board Game Arena. Je trouve que ça va quand même assez vite. Encore une fois, quand tout le monde sait jouer, mais je fais une partie à 2 joueurs souvent sur Board Game Arena pour pas que ça soit trop long. Donc voilà, Les Ruines perdues de Narak en 5e position. En 4e position, on a le jeu Lost Cities. Un petit retour surprise de ce jeu-là dans ma liste top 5. J'avais un de mes amis du Québec qui était ici il y a peut-être 2 semaines, puis il a passé une fin de semaine ici. Puis il m'a demandé de lui montrer un petit jeu à 2 joueurs, pas trop compliqué. Puis il connaissait déjà Seven Wonders Duel, donc je savais pas trop, j'ai regardé dans ma ludothèque. Puis je me suis dit, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Lost Cities. Et puis voilà, les deux, on a assez accroché. On a fait 4 parties de Lost Cities pendant la fin de semaine. C'est un jeu que je trouve qui va, je pense, toujours rester dans ma ludothèque. C'est un jeu super efficace à 2 joueurs. Très simple à expliquer, mais difficile à masteriser. C'est un jeu qui a été créé par Reiner Knizia, qui a aussi fait Schotten Totten. Puis je vous avoue que si j'avais à choisir entre les deux, je garderais clairement Lost Cities. C'est un jeu que, encore une fois, comme avec Narak, plus j'y joue, plus je l'apprécie. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est ce jeu où chaque joueur va avoir des cartes qui vont devoir ouvrir des contrats d'une certaine couleur. Et une fois que le contrat est ouvert, ben, il faut respecter l'ordre des numéros. C'est-à-dire que si je pose un 2, je ne peux pas par après mettre un 1. Il faut toujours y aller en montant. Donc je peux faire 2, 4, 5, 7. Et puis le but, c'est que pour chaque contrat, on arrive au moins à 20 points total. Sinon, on va perdre des points. Étant donné qu'il n'y a qu'une seule valeur de chaque couleur, c'est sûr que quand on pose une couleur, puis là, ton adversaire, il lance aussi dans cette couleur-là, tu sais que les deux, vous allez vous battre pour les mêmes couleurs. Donc, il y a un peu de tension dans le jeu quand même. Et puis, ben, le jeu, il se finit quand la pioche de cartes s'épuise. Donc, tu as aussi ce moment où tu ne peux pas toujours trop attendre pour avoir les cartes que tu veux. Éventuellement, il va falloir que tu en poses. En 3e position, on a un grand classique des jeux d'ambiance, Just One. Donc 5 parties de Just One au mois de janvier. Je pense que c'est en 2 soirées. Donc une fois on a fait 2 parties, puis une fois on en a fait 3. C'est un jeu d'ambiance qui marche du tonnerre. À chaque fois que j'essaie de trouver un jeu qui peut inciter les gens à vouloir jouer, même si on est en groupe, et puis qu'il y a 2-3 personnes qui ne sont pas trop joueurs, Just One, ça marche à tous les coups.
comme le jeu qui sera en deuxième position sur la liste aussi. La seule chose qui m'énerve avec ma copie de Just One, c'est que tous mes stylos de couleur ne fonctionnent plus. Donc, heureusement que j'ai une ludothèque énorme qui a plein de jeux avec des petits stylos qu'on peut aller chercher ailleurs. Donc, voilà. Mais dans ce cas-ci, on aura plus chacun une différente couleur. C'est souvent tout du noir. Bon, ça change pas grand-chose, je l'avoue. Mais pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est super simple. C'est un jeu coopératif où une personne va prendre une fiche avec 5 mots dessus. Il va dire, exemple, numéro 2. Tous les autres joueurs vont regarder le numéro, ils vont devoir écrire sur leur petite plaquette un mot qui leur fait penser à celui qu'ils essaient de faire deviner à leur coéquipier. Et puis, une fois que tout le monde a écrit son mot, la personne qui devine va fermer les yeux et les autres vont tous se montrer leur mot. Et s'il y a 2 personnes ou plus qui ont le même mot, ils ne peuvent pas montrer l'indice. Donc, ça veut dire que c'est comme on a une genre de bataille entre trouver un mot qui va aider notre coéquipier à deviner le mot, mais on veut aussi trouver un mot qui est quand même assez original pour pas que les autres aient le même mot que nous. C'est vrai que c'est un jeu que j'adore jouer à plus de 4-5 personnes. Je trouve que c'est un jeu qui a vraiment tout son potentiel à 6 et 7 joueurs. Puis c'est vrai que c'est là que c'est drôle quand pourtant tu as 6 personnes qui devraient te donner un indice, puis finalement tu ouvres les yeux, puis il n'y a que 3 indices parce que 3 personnes ont mis la même chose. C'est là que ça devient assez rigolo. Donc voilà, Just One, 5 parties de jouer au mois de janvier. Petite anecdote avant de vous parler de mon numéro 2. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, vous savez qu'en ce moment, je suis en train de faire un défi, un challenge de ne pas acheter de jeu pendant 3 mois que j'ai appelé Je résiste. Et donc, la semaine passée, on a un couple d'amis qui nous invite à une soirée qui n'est pas du tout une soirée jeu, mais bien sûr, vu que moi, je suis monsieur jeu de société, on me prend au téléphone, on me dit « Mais t'as pas le jeu, là, tu sais, quand il faut deviner une situation, puis là, les autres, ils ont des cartes de 1 à 10. » Bien sûr, il parlait de Top 10, donc un jeu que j'ai ramené avec moi au Canada, puis je l'ai laissé dans ma ludothèque là-bas en me disant au pire, j'en rachèterai un en Suisse parce que, bien sûr, il est en rupture de stock partout. Donc, je l'ai fait tester à ma famille au Canada, tout le monde a adoré, donc je l'ai laissé là-bas. Grosse erreur parce que là, bien sûr, on me demande de l'amener. Je ne sais pas quoi faire parce que je ne peux pas acheter de jeu. Ma femme, elle me dit, mais c'est pas grave, on va l'acheter. Je dis non, je résiste, je ne peux pas acheter de jeu de société. Donc, finalement, elle me dit, ben, je vais l'acheter pour toi, ce qui me cause aucun problème. Puis je me suis rendu compte, finalement, je peux faire ça pour plein de choses. Bref, on cherche dans plein de boutiques, on le trouve pas, Top 10 est nulle part, mais on trouve Top 10 18+. Donc, pour ceux qui connaissent Top 10, c'est la même chose, mais en version 18+. C'est-à-dire qu'on a des situations, des cartes qui parlent soit de la violence, de la drogue ou bien sûr du sexe. Au début, j'ai hésité parce que j'avais peur que ce soit vraiment trop axé sur la sexualité, mais en fait, sur une carte, quand c'est à ton tour de choisir un scénario, sur la carte, il y a au moins une chose qui est très soft ou qui, justement, est pas embarrassante. Et puis, pour finir, on a joué à ce jeu-là, je pense, pendant 3 heures pendant la soirée. Tout le monde a adoré leur expérience. Et puis, je vous avoue qu'autour de la table, il y avait des gens qui se connaissaient pas. Donc, ça veut dire que t'es pas obligé de jouer à ça avec des amis proches que tu sais qu'ils vont pas te juger. Non, c'est vraiment un jeu qui est dans mon top 3 des meilleurs jeux d'ambiance. Si vous avez le bon groupe, là, il n'y a pas mieux qu'une partie de top 10. Et puis, c'est vraiment un jeu que vous allez enchaîner pendant la soirée. C'est rare qu'après une partie, j'ai vu quelqu'un dire « Ok, j'en ai marre, je suis tanné, je veux jouer à autre chose. » Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de top 10, super simple. Encore une fois, on est dans un jeu d'équipe où quelqu'un va lire une situation qui a une jauge de 1 à 10. Par exemple, je vais vous lire un exemple qui est sur la boîte. Ça dit « L'hélicoptère va larguer les caisses de ravitaillement humanitaire, mais Roger s'est trompé. » Que contiennent ces caisses de la catastrophe à la bonne surprise? Donc, vous voyez, on crée des jauges comme ça. Ça veut dire que si tu as 1, ben c'est sûr que tu vas devoir dire une réponse qui répond à la catastrophe. Et une fois que tout le monde a donné leur réponse, sans bien sûr se consulter rien, ça veut dire que là, c'est à mon travail, le meneur qui a lu cette question-là, de tout replacer les cartes dans un ordre qu'il pense est croissant. Et puis, une fois que on a mis cet ordre-là, on les retourne. Si on a juste, on perd pas de points. Et puis, si, par exemple, moi, je retourne une carte 2, puis celle d'après, c'est 1, ben, ça veut dire que là, on perdrait un point. C'est aussi simple que ça. Et puis, je vous avoue qu'en fin de soirée, on était rendu qu'on faisait juste inventer des thèmes. On prenait même pas les cartes. On faisait juste jouer avec les cartes de 1 à 10. Donc, techniquement, vous pourriez créer votre propre jeu de top 10 avec un jeu de cartes de l'as à 10. Puis, vous dites des scénarios et puis les autres, il faut essayer de deviner puis remettre les cartes dans l'ordre. Donc, voilà, 6 parties de top 10, que ce soit le 18+ ou le normal. Il faut que vous ayez ce jeu dans votre collection. Si vous avez une bonne ludothèque, ça prend une copie de Top 10. Et donc, en première position ce mois-ci, on a un nouveau jeu. Un jeu qu'on a commencé à faire une campagne avec les gars du podcast et puis mon ami Hugo. C'est le jeu Le Dilemme du Roi. Donc, Le Dilemme du Roi, 7 parties au mois de janvier. C'est un jeu, je le décris toujours comme étant Game of Thrones sans le côté guerre.
C'est-à-dire que chaque joueur autour de la table va incarner une région de la population, une région de l'île où on a un roi, et puis ces gens-là vont être des conseillers pour le roi. Ça veut dire que chaque tour de jeu, ce qui va arriver, c'est que quelqu'un va lire une situation avec un vote qui est pour ou contre. Bien sûr, de voter pour va avoir des conséquences positives et négatives sur certains aspects de la société, et de voter contre aussi la même chose. Donc ça veut dire que chaque joueur, bien sûr, on peut discuter, dire où est-ce qu'on pense qu'on va voter, et ensuite on doit miser avec du pouvoir, on peut acheter le vote des gens. Moi, je pourrais dire, si tu votes avec moi pour celui-ci, je t'achète avec 3 pièces d'or. C'est un jeu de campagne style Legacy qui se joue qu'une seule fois. Hein. C'est vraiment pas un jeu qui a une façon de sauver le truc pour pouvoir refaire une campagne. Non, non, non. Vous allez acheter un jeu à prix plein pour le jouer une fois. Ben, une fois. Bon, là, on est rendu à 7 parties, on n'est même pas à la moitié de la campagne, mais une fois qu'on aura fini cette campagne-là, limite le jeu, on pourra le jeter. Donc, c'est certainement quelque chose à prendre en compte si vous pensez investir du temps et de l'argent dans le dilemme du roi. Mais si vous avez le bon groupe, ça peut vraiment être une expérience assez unique dans le monde ludique. Pour le moment, on fait la campagne à 4 et puis j'avoue que j'aurais presque préféré qu'on soit 5, qu'on soit le nombre maximum. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas des votes qui finissent à 2 pour 2 contre. T'as vraiment quelqu'un qui va toujours devoir départager. Et puis en fait, on a différentes histoires qui vont commencer et puis peut-être que, exemple, on va commencer sur une histoire, sur une chasse au trésor par exemple, et puis ben, celle-ci, tout d'un coup, on la commence, mais ça va peut-être pas revenir avant dans 2-3 parties. Donc, il y a vraiment des histoires qui s'intercroisent comme ça, et puis on va se dire, mais tu te souviens, on aurait dû voter ça à ce moment-là. Nous, en tout cas, pour le moment, comme je vous dis, on est rendu à 7 parties. La première fois qu'on a fait une séance de jeu, on a fait 3 parties, et puis j'étais beaucoup moins dedans que je le suis maintenant. Maintenant, je suis investi à fond. Et puis, comme je dis, tu te souviens vraiment quand quelqu'un t'a trahi, là, la dernière partie, David, notre ami du podcast, il a trahi tout le monde autour de la table, et puis je peux te dire qu'on va s'en souvenir longtemps de celle-là. David, prochaine partie. Donc voilà le dilemme du roi, un jeu à usage unique que je sais que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre pourquoi on ferait ça, mais moi je peux vous dire que là je suis déjà rendu à 7 parties du dilemme du roi, puis il y a beaucoup de jeux dans ma ludothèque que j'ai même pas joué cette fois. Bon, ça en dit long sur moi, ça, en fait. Donc voilà mes top 5 jeux que j'ai le plus joué au mois de janvier. Laissez-moi savoir dans les commentaires quels sont vos jeux les plus joués au mois de janvier. Et puis ben nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de...